Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchac qui vous souhaite encore une fois la bienvenue, toujours en compagnie de mon comparse Charles Daigneault. Salut Charles. Salut André. Alors ce soir, on va avoir deux sujets. Mon Dieu, on reste dans le domaine du spectacle, du divertissement, dans ce domaine-là, mais en même temps un peu dans des choses aux limites du légitime. Moi, je vais parler de catastrophe au spectacle. Vous savez, on a vu le cas d'Alec Baldwin récemment, à qui est arrivé vraiment une tragédie sur un plateau de tournage. Il n'est pas le premier, c'est pas une consolation, mais c'est le cas. C'est pas la première fois que dans le domaine du spectacle, il arrive des catastrophes, des tragédies. Alors, je vais donner quelques exemples aujourd'hui. Et de ton côté, Charles, tu vas être dans le domaine on parlait de radio, mais aussi de pirates, de radio pirates, et ça va être surtout concerner l'Europe et la Grande-Bretagne. Oui, parce que le concept de radio pirate, c'est pas quelque chose qui est tellement connu ici au Québec et au Canada. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais vraiment existé, bien que dans les années 1970, pour l'avoir vécu moi-même, quand on voulait écouter un contenu musical différent, c'est-à-dire les groupes rock progressifs de l'époque, c'était pas diffusé sur les stations FM commerciales à l'époque. On était plus dans les artistes populaires québécois. On voyait beaucoup Michel Richard et compagnie, ce qui était très bien aussi, plus la publicité locale. Mais si on voulait écouter du Zeppelin, par exemple, il y avait un endroit, c'était Chaume FM, qui était la radio de l'UQAM. Et puis, on pouvait la capter en détournant le signal de Cablevision à l'époque, ici à Victoriaville, il offrait 5 bons postes de télé et il diffusait aussi par les fréquences Chaume FM. Et puis, je m'étais bricolé un petit radio. Alors, à l'époque, je me trouvais un peu comme un pirate. J'allais pirater de la musique de Montréal que nous autres, on n'avait pas le droit d'écouter à Victoriaville à l'époque. Il y a eu la même chose avec Radio Communautaire, entre autres, avec la première, c'est KRL. C'est arrivé aussi avec les radios des universités, je me souviens, Québec, Radio Laval, entre autres. C'est ce qui se rapprocherait le plus ici. Puis aujourd'hui, quand on parle de piraterie en matière de musique, on parle plutôt des gens qui piratent de la musique sur les droits d'auteur. Mais là, c'est pas de ça qu'il s'agit. Non, en fait, non, parce que là, on va traverser l'étang, on va s'en aller en Europe. Et puis, dans les années 60, un jeune Anglais qui voulait écouter même les Rolling Stones, il achetait les disques, mais il ne pouvait pas écouter ça sur les ondes officielles. La pondéreuse BBC contrôlait, c'était le monopole de l'information. Côté musical, il ne considérait pas que la jeunesse et la culture populaire, c'était un marché qui cherchait à desservir. En fait, vu que c'était financé par l'État, il n'y avait pas de revenus commerciaux qui étaient en jeu tant que ça. Il y avait de la radio commerciale, mais c'était pas... en fait, la diffusion de musique, c'était très instrumental. C'était même symphonique. On risquerait plus d'entendre Mahler, par exemple, que Led Zeppelin. Led Zeppelin, ça a donné la création d'un mouvement aux radios pirates. Alors, une radio pirate, c'est une station de radio qui émet sans autorisation administrative et aussi en dehors des lois. Parce que quand on diffuse un contenu qui s'oppose, par exemple, à la morale, parce que il faut dire qu'on sortait aussi, dans les années 60, d'une époque qui était très rigoureuse. Le clergé avait eu la mainmise. On sortait des guerres mondiales, entre autres. On avait connu Radio Résistance de Gaulle qui transmettait d'Angleterre aux forces résistantes en Europe, en France, entre autres. Et puis, il existait même à l'époque des signaux mystérieux qui bloquaient des fréquences. D'ailleurs, ça va être utilisé un peu plus tard dans des tentatives de brouillage. Au cours des années 60, les radios pirates, ils vont connaître un essor énorme en Angleterre, entre autres, puis en Europe du Nord. C'est des radios qui sont souvent un peu subversives. D'ailleurs, ces radios-là, radios pirates, dans les années 70, ils vont vraiment influencer
une campagne électorale au point de la rendre là, pratiquement rocambolesque. À partir du 13 juin de cette année-là, RNI, Radio Caroline, qui s'appelait parce qu'il diffusait à bord d'un navire, il va diffuser en permanence les noms des candidats locaux du Parti conservateur. Parce que le Parti conservateur avait parlé justement de libéraliser les ondes et puis de donner l'accès aux ondes au format Top 40, qui lui est vraiment était la rage à cette époque-là aux États-Unis. Tous les jeunes étaient branchés sur les stations radio, puis là, ils pouvaient entendre leurs choix musicaux et puis leurs héros, le palmarès. Mais on rêvait de ça à l'époque. Alors là, comme ce Parti conservateur-là, il était plus en faveur de ça, ben là, ils se sont mis à diffuser, puis évidemment, ils ont remporté les élections, le Parti conservateur. Le monde croit là, qu'il s'agissait à l'époque d'autoriser ni plus ni moins les stations pirates. Ça n'a pas été le cas. Hein. Ils ont poussé les conservateurs au pouvoir, mais ils n'ont pas vraiment eu les attentes, leurs attentes à rencontrer. Là, il y avait néanmoins les jeunes qui écoutaient, avaient changé le cours de l'histoire. Il ne faut pas se le cacher. La radio pirate, c'était pas seulement une question de diffusion de musique commerciale. C'était aussi la diffusion un peu de messages subversifs. D'ailleurs, ces radios-là ont été utilisées dans les années beaucoup plus tard, au 21e siècle, sont encore utilisés d'ailleurs par des mouvements révolutionnaires, entre autres, des mouvements d'opposition. Quand les ondes sont ni plus ni moins contrôlées, ben là, à ce moment-là, les ondes pirates trouvent toute leur valeur. Bien qu'aujourd'hui, tout ça est déménagé dans l'hyperespace, là. On retrouve à peu près le même principe, sauf que là, c'est le dark web. Puis, là, on a perdu le contrôle. Mais à l'époque, ces radios-là, comme Radio Caroline en 1964, ils se situaient dans des eaux internationales. Puis c'est là l'aventure. Ils étaient sur un bateau. Un bateau. Alors, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu dans la mer du Nord. Il y en avait aussi, il faut pas, des stations pirates à terre. Mais comme les navires, elles changeaient fréquemment de place parce que, étant illégales, quand une de ces stations-là était localisée, ben ils la fermaient. Mais là, on changeait l'émetteur de place, on se relocalisait. C'était ça qui était fantastique, parce que malgré tous les efforts qui ont été entrepris par le gouvernement britannique, la BBC, les différents partis politiques pour essayer de museler ce mouvement-là, il a quand même continué. Les navires ayant la faculté, s'ils étaient coulés, par exemple, ce qui est arrivé d'ailleurs, il y a eu des attaques à la bombe contre ces navires-là, puis aussi dans les années 60, au début, une grande tentative de brouillage par la BBC. Alors, beaucoup d'auditeurs ont eu la mauvaise surprise de découvrir que Radio Caroline avait changé de nom, et puis on n'était plus capable de l'écouter parce que le signal qui était envoyé, non seulement il brouillait les ondes pirates, mais il brouillait aussi les ondes normales de la BBC. Donc, cette façon-là était contre-productive, et puis ça servait à rien de continuer à essayer de brouiller une station ou de les fermer alors qu'elle ressortait puis qu'elle poussait un peu partout par comme des champignons, ce qui, avec le temps, a poussé, d'ailleurs, des nouvelles législations. C'était un avantage pour la Grande-Bretagne d'être une île de ce côté-là, parce qu'on pouvait être entouré. Les bateaux pouvaient se Ce tenir à qui la était limite aussi des le eaux cas pour le territoriales. Danemark, la Suède, à partir de la mer du Nord. La première radio pirate, c'était en Belgique. Radio Luxembourg, le nom est célèbre aujourd'hui, d'ailleurs. Et puis, je crois que ce phénomène-là, ça a été un peu une façon de donner du pouvoir aux gens, à la population, et puis aux artistes, entre autres, qui étaient, nous, au silence, en fait. Lorsqu'on diffuse pas sur les ondes que tout le monde écoute, ben ces musiciens-là, si tu voulais les entendre, t'achetais certainement les disques à l'époque, mais c'était pas tout le monde qui pouvait... je me souviens combien de jeunes se sont fait prendre à voler des disques et disquaires parce que c'était quand même un bien de consommation de luxe. C'était pas tout le monde qui pouvait se payer cette musique. Ou on allait les voir en spectacle, mais là, c'était encore plus restreint.
Oui, puis si ceux qui ont été voir des spectacles, c'est peut-être, on voit nos idoles, mais le son en spectacle, c'était pas... à l'époque aussi, les goûts musicaux, ils connaissaient une révolution. Hein? Tu avais probablement toute la génération des Glenn Miller et compagnie. Et puis là, ben, tu avais tous les nouveaux arrivants que eux autres n'étaient vraiment pas aimés. Hein? Nos parents, ils n'aimaient pas les rockers. Et puis, pour terminer, bon, ben, ça s'est poursuivi sous différentes formes, mais comme je mentionnais tantôt, les radios pirates de nos jours servent surtout pour, par exemple, s'opposer à des régimes, des dictatures, etc. C'est encore la voie de la libération et comme elle est bougée, elle a déménagé dans le cyberespace, il existe des nouveaux problèmes qui apparaissent présentement qui sont liés entre autres aux droits d'auteur sur la musique et aux droits de diffusion, comme certains artistes ne peuvent pas être diffusés dans certains pays, entre autres, alors qu'on sait très bien que si on prend YouTube, c'est pratiquement planétaire. Là. Il y en aurait beaucoup plus long que ça à dire là-dessus, mon cher. Il faut mentionner à titre de curiosité aussi que le débat en britannique sur les radios pirates s'était infiltré dans la télésérie Les Sentinelles de l'air, où il y a un épisode où on a une station spatiale pirate, qui est une radio pirate, en fait, et une station spatiale privée, qui a la tête de mort, d'ailleurs, dessus, et qui, évidemment, a des problèmes techniques et que les Sentinelles de l'air sont obligés d'aller sauver. Sur le même thème, d'ailleurs, en conclusion, il y a eu une autre série qui s'appelait, à l'époque, Destination danger en français, Danger Man, qui était une série d'espionnage. Et puis, évidemment, je parlais tantôt des Fort Mansell, qui était une structure maritime. Ça s'est passé là-dessus. Alors, le bon gouvernement américain a envoyé un agent secret pour détruire une vilaine, une méchante station pirate. C'est ça. C'est toujours la même Patrick histoire. McGowan dans le rôle de l'agent John Derek. Alors, avis à tous les baby boomers qui nous écoutent. Là, souvent, on parle que de souvenirs. Alors moi, je vais aussi en a qui on va retrouver certains souvenirs dans mon sujet. Je l'ai baptisé « Catastrophe au spectacle ». On sait qu'il n'y a pas tellement longtemps, Alec Baldwin a eu un accident durant un tournage et on a tiré une vraie balle avec une arme qui devait en principe être chargée de balles à blanc et une personne a été tuée puis une autre blessée. C'est pas la première fois que ça arrive dans le domaine du spectacle. Vous savez, le domaine du spectacle implique beaucoup de gens à chaque fois, dans chaque spectacle. Il y a toutes sortes on pourrait dire, de pièces mobiles et il y a toujours des possibilités d'avoir des accidents de toutes sortes. On va voir, et ça remonte loin, même à l'époque romaine, aux environs de 60 après Jésus-Christ, il y a un stade qui s'est effondré, alors pendant des combats de gladiateurs. Et il y a eu plusieurs milliers de personnes mortes et de blessés. Mais on va aller plus proche un petit peu dans notre histoire. Je vais commencer au début du 20e siècle avec Sarah Bernard, la grande actrice tragédienne française, qui c'était une personnalité à l'époque flamboyante. En fait, c'était un peu la Madonna ou la Lady Gaga de l'époque, très controversée aussi par ses déclarations, par ses costumes, par sa vie en général. Alors, Sarah Bernard fait sa première tournée d'adieu américaine en 1905-1906. Comme la plupart des artistes populaires, elle a fait plusieurs tournées d'adieu et est venue faire ses adieux aux adieux et ainsi de suite. Là, elle a fait 4 tournées d'adieu aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine avec des nouveaux managers qu'elle avait, les frères Schubert, a attiré la controverse, notamment à l'attention de la presse, lorsque de sa visite à Montréal en 1905, l'évêque catholique romain avait encouragé ses partisans à jeter des œufs à Sarah Bernard parce qu'elle décrivait les prostituées comme des personnages sympathiques. La partie américaine de la tournée a été compliquée en raison de la concurrence de Schubert avec le syndicat des propriétaires de théâtre américains qui voulait pas la laisser tourner laisser faire ses pièces sans une contribution. Alors, on leur a pas permis d'utiliser les scènes. Alors, au Texas et à Kansas City notamment, ils se sont produits sous un chapiteau de cirque pouvant accueillir 4500 spectateurs, et à Atlanta, Savannah, Tampa et d'autres villes dans des patinoires que Sarah Bernard s'est produite. Bon, elle a voyagé à travers les États-Unis. Sa tournée s'est poursuivie en Amérique du Sud, et c'est là qu'arrive un événement plus grave, à Rio de Janeiro.
Sarah Bernard va jouer dans une pièce qui s'appelle La Tosca, qui est aussi un opéra, mais là, c'était la pièce de théâtre, dans laquelle l'héroïne, à la fin de la pièce, se jette du mur d'une forteresse à Rome pour se jeter, sauter vers la mort, se suicider, en se jetant dans le Tibre, qui est le fleuve qui est à Rome. Évidemment, de la façon dont on tourne, dont on fait ça sur une scène, bien, on a le bâtiment, le mur, on a quelque chose qui cache le sol, une fausse haie ou quelque chose comme ça. La personne saute et disparaît derrière, mais bien sûr, il y a un matelas pour la recevoir. Mais là, ce qui s'est produit, c'est que le matelas a été mal placé par les techniciens et elle a atterri sur son genou droit, qu'elle avait déjà blessé dans des spectacles précédents. Elle s'est évanouie, elle est amenée du théâtre sur une civière, mais a refusé d'être soignée dans un hôpital local. Puis là, bon, après ça, elle est repartie de Rio jusqu'à New York en bateau et elle a été immobilisée dans son hôtel pendant 15 jours avant de pouvoir rentrer en France. Et là, on a dit qu'on ne pouvait pas faire grand-chose, en fait, pour elle. Elle a continué à jouer, mais sa situation s'est aggravée et 10 ans plus tard, presque, en 1915, en mars 1915, la gangrène s'est mise dans sa jambe et on a dû l'amputer. L'amputer d'une jambe droite. Ceci dit, elle n'a pas cessé de jouer jusqu'à sa mort. On lui arrangeait des mises en scène où elle était soit toujours assise ou même couchée, mais des fois debout aussi. Elle a continué à jouer jusqu'à sa mort en 1923. Et elle est morte en 1923 durant le tournage d'un film. Donc, elle n'avait jamais cessé de mettre en œuvre ce qui était sa devise, c'est en se dépensant qu'on devient riche. Est-ce qu'il y a eu, simple curiosité, un responsable du matelas? C'est pas dans l'histoire. C'est pas dans l'histoire. C'est ça qu'on rencontre souvent, n'est-ce pas? Hein? C'est ça. L'histoire, on aurait voulu savoir s'ils ont pris un responsable, mais à l'endroit où était Rio était à Rio de Janeiro, peut-être qu'ils ont dit, oh, tu sais, Alonso qui a fait ça. Au pire, on le fout dehors, hein? C'est ça. Un autre cas, un cas qui ressemble plus à celui de Alec Baldwin, le magicien fusillé, il s'appelait Chong Ling-soo. Alors, le 23 mars 1918, il présente un spectacle à Londres. Le clou du spectacle, c'est un prestidigitateur, donc un magicien. Le clou chinois. Le clou de son spectacle, le peloton d'exécution. Des assistants déguisés en boxeurs, les boxeurs étant une secte révolutionnaire là, de la Chine des années 1900, sont armés de fusils qui vont le fusiller, donc. Chong demande à 2 membres du public de vérifier les fusils. Alors, c'est des anciens fusils qu'on chargeait par le canon. Alors, pendant que la femme de Chong, qui est aussi Su-Sin, qui est aussi son assistante, demande à 2 personnes d'inscrire leurs initiales sur 2 balles de plomb. Et elle les place dans un gobelet, les ramène sur scène, les spectateurs retournent à leur place et on peut voir que c'est ces balles-là que les assistants mettent dans leur fusil. Ils épaulent et tirent sur le magicien qui tient une assiette de porcelaine devant sa poitrine. Et ensuite, il arrête les balles au vol en les attrapant dans l'assiette et les offre ensuite au public pour qu'il puisse identifier que les noms des 2 personnes sont bien dessus. Évidemment, la façon dont ça fonctionne, c'est que les balles, au moment où elle va faire signer les balles, en fait, en réalité, elle passe les balles discrètement à son mari, qui les tient dans sa main. Et c'est d'autres balles qui sont mises dans le canon des fusils, mais il y a un mécanisme dans les fusils qui les empêche d'être tirés. Donc, le canon est bouché. Donc, l'amorce allume une charge de poudre, mais qui est parfaitement inoffensive. Sauf que le 23, un des fusils est usé. Et la poudre est entrée en contact avec la balle dans le fusil. Et donc, le fusil a tiré pour vrai. Et Chong a été tué pendant son spectacle. Il faut dire que 3 autres magiciens étaient déjà morts en faisant ce numéro-là. Et même Houdini avait averti son collègue chinois, Chong, que c'était un numéro dangereux. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fait ce numéro-là. Mais c'était je peux me tromper cependant là-dessus, mais je ne l'ai jamais vu, en tout cas. C'est un
une tragédie pendant un spectacle. Arrêter des balles avec une assiette en porcelaine, quand même, le concept est assez intriguant. Puis c'est drôle parce que là, encore là, tu parlais d'Alec Baldwin. On a exactement... C'est ça, un scénario très, très voisin. Une arme à feu chargée dans un lieu public, c'est d'ailleurs une désobéissance aux premières règles de sécurité. Donc, il ne devrait pas avoir aucune arme chargée, même sur une scène. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit dans le cas d'Alec Baldwin, qu'il n'y a aucune raison d'avoir une arme chargée sur un plateau de tournage. Voilà, fait que c'est carrément une offense criminelle, je pense. C'est ça. Donc, une autre tragédie liée au monde du spectacle, parce qu'il arrive que ce soit les spectateurs aussi qui soient victimes. Le 9 janvier 1927 à Montréal, l'incendie du Laurier Palace. Le Laurier Palace, c'est un cinéma très luxueux, situé au 3215 rue Sainte-Catherine, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Il a été inauguré en 1912 et on offre des séances de cinéma. Et il y a souvent des incendies dans les cinémas à cette époque-là parce que la pellicule qu'on utilisait à l'époque, c'est le celluloïd et c'est extrêmement inflammable. J'ai déjà vu une démonstration, une bande de celluloïd à peu près longue comme ça, on met le feu, ça prend à peu près une seconde à brûler et on me dit si c'est une roulette grosse comme ça de film, ça prend à peu près une seconde de plus. Donc, c'est presque une explosion en même temps. Donc, séance de cinéma le 9 janvier 1927, un dimanche, important. Le film à l'affiche, c'est Goetham Young, qui en met en vedette, entre autres, Stan Laurel, des fameux Laurel et Hardy. Il y a 800 personnes qui passent le guichet ce dimanche-là, 500 personnes qui s'installent au rez-de-chaussée, 300 autres dans les balcons. Dans les balcons, c'est surtout des enfants. La plupart d'entre eux n'avaient pas eu la permission de leurs parents d'être au cinéma. Ça va être démontré plus tard. Un incendie éclate, effectivement, dans la chose de tournage. On ne sait pas trop, quelqu'un qui a échappé son mégot de cigarette ou quoi que ce soit, mais comme j'ai dit, le celluloïd, ça brûle de façon foudroyante. Chacun s'enfuit comme il peut. Et il y a une issue qui est verrouillée par un employé qui pensait comme ça empêcher des gens de rentrer sans payer. Des resquilleurs. Des resquilleurs. Donc, les gens s'empilent jusqu'au plafond dans la cage d'escalier en cherchant à évacuer l'endroit. Le projectionniste, un monsieur Émile Massicotte, le héros du jour, va réussir à traîner environ 30 enfants de la sortie verrouillée vers la cabine de projection qui est protégée du feu et les a fait passer par une fenêtre sur le chapiteau pour qu'ils puissent, au-dessus du trottoir, d'où ils peuvent descendre les échelles des pompiers qui sont arrivés quand même assez vite. Il y a un placier aussi, Paul Champagne, qui est resté en service pour aider à l'évacuation vers une autre cage d'escalier qui, elle, n'était pas bloquée. Le bilan des morts aurait été certainement supérieur sans ces personnes-là. Il va y avoir quelque chose comme 70 morts, quand même. Très majoritairement des enfants, malgré que le feu va avoir été maîtrisé en moins de 30 minutes par les pompiers. Les victimes ont entre 4 et 18 ans. Deux enquêtes vont avoir lieu pour démêler la cause et les conclusions vont amener à la tenue d'une commission royale orchestrée par le juge Louis Boyer qui recommande notamment que la réglementation soit appliquée, les réglementations soient appliquées avec plus de vigueur. On va tenir les propriétaires non criminellement responsables. Ça va être une colère collective contre les cinémas. Même à un moment donné, on va interdire les cinémas le dimanche. L'Église va tenir parce que qu'est-ce qu'ils font à l'Église, au cinéma plutôt qu'être à l'Église le dimanche, ainsi de suite. Oui, le clergé n'aimait pas tellement le cinéma. Le clergé n'aimait pas du tout le cinéma à l'époque. Il va y avoir d'ailleurs une loi qui va être votée par le gouvernement Taschereau le 22 mars 1928 qui prohibe l'accès des théâtres aux moins de 16 ans. Ça va être en vigueur pendant 40 ans. À Terre-Neuve, quelques années plus tard, en 1930, on tourne un film, coproduction Terre-Neuve, États-Unis, pas Canada, parce que Terre-Neuve ne fait pas partie du Canada à l'époque. Ça s'appelle The Viking. Et on tourne, le Viking étant un bateau dans l'histoire. Et là, on tourne avec, c'était le premier film à enregistrer le son et le dialogue sur le lieu de tournage, donc pas de son rajouté après. Mais ce qui va rendre le film célèbre, c'est le 15 mars 1930.
on utilise de la poudre pour faire des effets d'explosion, etc. Elle est apparemment mal installée. Elle a coulé il y en a qui a coulé sur le pont. Il y a des hommes qui fumaient. Et éventuellement, le feu va prendre sur le bateau. Et le bateau va sombrer. Il va y avoir 25 morts. Et le dernier fait, je passe vite sur celui-là parce que je veux parler du dernier. L'éléphant de Rock Forest, ça c'est plus proche de nous, c'est en 1978. Le cirque Gatineau, qui est un cirque québécois malgré son nom, en 1978 est à Rock Forest et il a, tout ce qu'on avait dans les cirques à l'époque, y compris des animaux domptés et donc des éléphants. Et on a une superstar du cirque, Héloïse Berchtold, qui est la dompteuse des éléphants. Mais à un moment donné, avec 14 éléphants à la fois qu'elle fait évoluer sur la piste. Mais le 5 mai 1978, on sent qu'un des éléphants est nerveux. La dompteuse décide de le laisser de côté, celui-là. Elle fait le numéro juste à 2 éléphants. Mais c'est ce qu'on appelle l'époque du must ou du rut pour les éléphants. Ça les rend souvent agressifs. Il y a le plus gros des deux, Théac, obéit plus, cesse d'obéir aux ordres, charge Héloïse et la tue d'un coup de défense devant la foule. Et va finir, on ne peut pas intervenir. Il y a un tireur d'élite de la police qui va l'abattre avec 4 balles de 457. Et l'autre éléphant, plus petit, va s'échapper et aller se sauver dans les rues de Rock Forest pendant 16 heures. Mais lui, on va réussir à le rattraper. On va faire venir en jet privé son premier maître qui habite dans l'État de Washington. Et lui va réussir à calmer l'éléphant et à le faire obéir. Plusieurs animaux appartenant à Héloïse vont devoir être tués après parce que plus personne n'en veut. Et malheureusement, c'est comme ça que je vais devoir terminer. On me fait signe qu'on n'a plus de temps. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et à la semaine prochaine.